La voix des femmes. Quand les silences prennent enfin la parole. Je suis Cindy Elniger, journaliste. La voix des femmes, c'est un podcast fait par des femmes, pour des femmes. Pas un podcast de plus sur la femme moderne. Pas un guide en 10 étapes vers le bonheur. Un espace vrai où l'on parle enfin de ce qu'on tait depuis trop longtemps. Bienvenue dans La voix des femmes. La voix des femmes, un podcast malice.ch. Hello les filles, soyez les bienvenues dans ce nouvel épisode de La voix des femmes. Je vous emmène aujourd'hui dans un sujet que la moitié de l'humanité vit chaque mois et dont on ne parle encore que trop peu. Le 28 mai, c'était la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, une date qui n'a rien d'anodin parce que le 28 a été choisi comme étant la durée moyenne d'un cycle. Et puis le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année, comme les 5 jours moyens de règles. C'est une journée qui est née en 2014 pour briser le silence autour des menstruations, parce que oui, en 2026, le tabou est encore bien là, malgré cette journée qui a déjà 12 ans cette année. Dans cet épisode, on va parler d'intimité, on va voir qu'on peut connaître son propre corps beaucoup mieux, comprendre son cycle pour en faire une force. Et pour ça, j'ai eu envie aussi d'aller chercher la parole là où elle se trouve vraiment, chez vous. Je vous ai invité à témoigner sur vos cycles, sur votre rapport à vos règles, sur ce que vous vivez dans votre corps chaque mois. Et vous avez été nombreuses à jouer le jeu, merci beaucoup, avec courage et générosité. Ce sera la première partie de cette émission. Et puis ensuite, je vous propose de découvrir Irène Wyss qui va nous parler du flux instinctif, une interview qu'on a tournée en plein air. Donc vous verrez, vous allez aussi pouvoir profiter en même temps du chant des oiseaux en fond sonore. Et puis on va terminer avec Justine Peyton, formatrice certifiée en symptothermie. C'est une méthode de contraception naturelle, mais pas seulement. Vous allez voir à quel point elle touche à bien d'autres aspects de notre vie, les menstruations, la santé du cycle et même la conception. La voix des femmes, un podcast malice.ch. Alors avant d'écouter Irène et Justine, place à vos voix. Plusieurs femmes, plusieurs histoires, plusieurs façons de vivre avec son cycle. Certaines vont vous toucher, d'autres peut-être vous surprendre. Et peut-être même que dans l'une d'elles, vous allez vous reconnaître. On commence avec Stéphanie. Je suis une femme de 46 ans et je n'ai jamais eu de problème avec mes règles. Même les premières règles, j'ai souvenir de ma maman qui était tellement enchantée qu'elle avait téléphoné à sa maman pour expliquer que sa petite fille était devenue une femme. J'avais trouvé ça un petit peu étonnant, mais voilà, c'était rassurant aussi de voir qu'elle se réjouissait. Après, pour ma part, j'ai des cycles absolument réguliers, calmes et je n'ai pas eu de problème conséquent avec mes règles. Quand j'étais plus jeune, j'utilisais essentiellement des tampons, des serviettes hygiéniques, parce que c'était ce qui était, on va dire, communiqué et accessible dans les commerces. Et maintenant, ça va faire, je pense, 6 ans que j'utilise uniquement des culottes menstruelles et j'en suis tout à fait satisfaite. Après, j'ai aussi compris que c'était des cycles hormonaux qui étaient intéressants à comprendre, à connaître, qui sont peut-être le reflet de mon état d'être. Et selon les moments où je suis plus crispée, plus sensible au niveau de l'humeur, eh bien, je sais que c'est une semaine avant mes règles. J'en ai communiqué aussi à mon entourage, à ma famille, en disant maintenant, si jamais je suis à fleur de peau, venez pas me chercher. On a même mis quelque chose de visuel à la cuisine. On accroche une pince, que ce soit moi ou que ce soit ma fille et même mon mari, parce que même s'il n'a pas des cycles, il a effectivement des moments où il est peut-être plus sensible dans le mois ou dans les saisons. Donc voilà pour nos astuces en lien avec les cycles. Un rapport presque naturellement apaisé avec son cycle, c'est pas toujours le cas. Anaë, elle, a vécu ses règles avec légèreté pendant des années jusqu'à ce que la périménopause s'en mêle. Alors, j'ai eu mes premières règles à l'âge de 15 ans. Je dirais que c'était doux, j'étais contente de les avoir. Mon corps s'est formé à ce moment-là. Je me rappelle que dès cet âge-là, je voulais pas mettre des tampons parce que je voulais sentir en fait le sang couler. Ouais, ça m'intriguait. Et quelque part, j'étais une femme, c'était naturel. Euh, Voilà, après, j'ai toujours eu des cycles courts de 21 jours à peu près, réguliers.
Et puis, pas beaucoup de pertes, enfin pas beaucoup de règles du coup. Par contre, une fois par année, oui, elles étaient abondantes, très abondantes. Et puis suivant ce que je vivais, elles pouvaient être douloureuses avec les seins très tendus. Ouais, mais c'était en fait en lien avec, ce que je vivais émotionnellement ou en couple ou dans le travail ou peu importe. Et puis sinon, il y a aussi eu justement une période, quand j'ai fait le burn-out où, bah, j'ai eu aussi le syndrome prémenstruel dysphorique où là, c'est les émotions en pagaille, c'est vraiment dur dans le corps, avec des envies suicidaires, avec, ouais, très, très, très compliqué, à fleur de peau et sans ça, c'était vraiment toujours tout soft et puis là, il y a 2 ans avec la périménopause, j'étais pas préparée à ça et en fait là, ça a été émotionnellement très violent, très compliqué. J'avais beau essayer d'expliquer que je pensais être en préménopause, mais comme, j'avais que 42 ans, ben, j'étais un peu jeune donc pas prise au sérieux et après j'ai trouvé des petites plantes donc naturelles, qui ont vraiment, stabilisé le côté émotionnel, les bouffées de chaleur surnocturnes, l'hyperémotivité, la nervosité et puis, bon, bah, après il y a aussi toute la partie méditation, yoga qui m'aide beaucoup, mais je sens que cette période de la périménopause est beaucoup plus sensible pour moi. Autant j'ai été toute tranquille tout le reste de ces années, je dirais, autant là, je sens que vraiment je dois avoir une ligne de conduite assez irréprochable, pour que mes hormones, en fait, me jouent pas des tours et puis sinon, ben, j'ai toujours des cycles réguliers, mais je saigne moins et quasiment plus aucun symptôme. La périménopause, ce passage que personne ne nous prépare vraiment à traverser, et si certaines le découvrent sur le tard, d'autres ont un rapport compliqué aux règles dès le départ. Ça a été mon cas, et comme vous me faites confiance en témoignant de votre vécu, eh bien, je vais partager également le mien avec vous. Moi, j'ai eu mes règles pour la première fois quand j'avais 12 ans. J'ai eu 12 ans en novembre et mes règles sont arrivées à Noël, donc peu de temps après, et je l'ai très très mal vécu. Ça a été une période hyper compliquée. Je me souviens que j'ai beaucoup pleuré. Cette année-là, mes grands-parents étaient là aussi et j'avais pas envie de leur dire que j'avais mes règles. C'était honteux. Et je sais pas pourquoi, parce que j'étais préparée. Ma maman m'en avait parlé, mais j'ai détesté ça. Voilà, j'étais en larmes et j'avais l'impression que c'était la fin de ma vie. Alors qu'il y avait pas de raison, vraiment, parce que ma maman me disait, mais tu m'as toujours dit que tu avais envie d'avoir des enfants. Bah là, c'est plutôt positif. Ça veut dire que ça fonctionne, que tu vas pouvoir en avoir, etc. Mais moi, j'ai été vraiment très très mal avec ça. S'en est suivi plusieurs années de grosses douleurs. Vraiment, moi, c'était terrible. J'avais des douleurs qui, des fois, me clouaient au lit. J'ai eu manqué l'école même à cette période-là, des fois, parce que je n'arrivais pas à me lever. Et puis, évidemment, qu'à l'époque, on nous disait juste, bah ouais, c'est normal. Les règles, ça fait mal. C'est comme ça. Et puis, bah voilà, ça passera peut-être un jour ou pas. Et en fait, ces douleurs de règles se sont un peu calmées quand j'ai commencé à prendre la pilule. Même si je la prenais vraiment à contre-cœur, parce que moi, j'ai jamais aimé ça. Prendre des médicaments de manière générale, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à vivre. Mais je l'ai prise pendant quelques années, jusqu'au moment où j'ai eu envie d'avoir un enfant. Et puis, quand j'ai essayé d'avoir ma fille, ça a été compliqué parce qu'on m'a diagnostiqué des ovaires polykystiques. Le médecin m'a dit, bah écoutez, on va commencer par ce traitement-là. Donc, je devais reprendre la pilule pendant 3 mois. Et en fait, après, il m'a dit, bah, on verra ce que ça a fait, mais ça sera certainement un parcours compliqué pour avoir des enfants. Et donc, j'ai repris cette pilule pendant 3 mois. Donc là, c'était compliqué pour moi parce que j'étais dans une phase où je voulais avoir un enfant et je devais reprendre quelque chose qui m'empêchait d'avoir un enfant. Enfin, c'était un peu compliqué dans ma tête. Et puis, j'ai fini par passer ces 3 mois. Et puis là, il m'a dit, bah, maintenant, on arrête, on laisse venir un cycle de manière naturelle. Faut savoir qu'en fait, on s'est rendu compte que j'avais ce syndrome parce que je n'avais pas eu de règles pendant plus de 5 mois. Et puis, il m'a dit, bah, vous arrêtez maintenant la pilule, on laisse venir un cycle et puis après, on verra. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après ces 3 mois, j'ai arrêté la pilule. J'ai eu mon cycle normal. Et puis après, il m'a dit, bah, maintenant, vous pouvez essayer. Et en fait, après avoir essayé,
j'avais de nouveau pas de règles et en fait j'ai fait tellement de fois des tests de grossesse avant parce qu'à chaque fois que j'appelais pour dire j'ai pas mes règles, on me disait faites un test. J'ai fait un test vraiment comme ça en me disant bon super ça recommence, génial. J'ai fait mon test, je l'ai posé sur la machine à laver et je suis partie faire ma vie. Et puis un petit moment après je suis revenue et là le test était positif et j'en revenais pas. Je pense que c'est le fait d'avoir lâché prise qui m'a permis de tomber enceinte. Donc jusque là j'avais un rapport très compliqué et conflictuel avec mes règles parce que ça fonctionnait jamais. Et puis finalement je suis tombée enceinte de manière très facile. Donc je me suis réconciliée avec mes règles, je crois, à ce moment-là. Et depuis j'ai un cycle de nouveau qui est très régulier, tout se passe bien et j'arrive à la périménopause moi aussi, donc on va voir maintenant ce qui m'attend, mais en tout cas jusque-là j'ai pu vivre en fait de manière assez sympa ces moments de moi parce que j'avais plus de douleurs, elles étaient régulières, pas trop de surprises et ça se passe plutôt bien. Mon cycle a fini par trouver son équilibre après un long chemin, mais toutes les femmes ne vivent pas les règles comme une histoire à apprivoiser. Pour certaines, c'est avant tout une contrainte, point final. Et c'est tout aussi légitime. Lisa a 17 ans et elle ne mâche pas ses mots. Je suis une jeune fille de 17 ans et je vis plutôt bien mes règles parce que j'ai pas de problème de douleur atroce ou comme ça. J'ai un peu mal les premiers jours et puis voilà. Mais après, je m'en passerai quoi. C'est pas la meilleure chose qui m'arrive dans le mois. Je trouve presque ça un peu contraignant dans la vie parce que il y a quand même toute une organisation à faire autour de ça, déjà même en été, de se dire à ce moment-là je peux pas aller à la piscine et puis même dans le mois en général de dire il faut toujours que je sois prête au cas où parce que si ça arrive, ça pas qu'il y en ait partout, mais sinon je me sens assez chanceuse de pas avoir de problème et tout, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de hyper agréable c'est pas ma chose préférée dans le mois, quoi. Et puis, comme je compte pas vraiment avoir d'enfants, c'est pas forcément quelque chose qui m'est utile à me dire, c'est trop bien, je vais pouvoir donner la vie. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui me tient vraiment à cœur ou qui montre ma féminité. Pour moi, c'est plus une contrainte que quelque chose d'incroyable, quoi. Les règles comme une contrainte sans plus, c'est un ressenti que beaucoup de jeunes femmes partagent et c'est souvent là, dans cette indifférence ou cette impatience, que l'on se retrouve à déléguer les décisions à quelqu'un d'autre, un médecin, une pilule ou un système. Cassandra a 33 ans, pendant des années elle a fait confiance et puis un jour, son corps lui a envoyé un signal qu'elle n'avait pas vu venir. Pendant des années, en fait, moi, j'étais sous pilule et puis, je pense comme beaucoup de jeunes filles, je faisais une pause, en fait, tous les 28 jours, quelque chose comme ça, pour avoir mes règles, jusqu'à ce qu'un gynécologue, en fait, m'explique qu'on n'avait pas vraiment des règles quand on était sous pilule, puisque vu qu'on était sous pilule, ça stoppait tout le système hormonal, disons normal pour procréer, et donc qu'on n'avait pas un odomètre qui s'épaississait et qui ensuite, au moment des règles, se détachait et qui créait les vraies règles. Et donc ça s'appelait une hémorragie. Je sais plus le terme exact, mais en gros, voilà, c'était quand même le corps qui comprenait, qui devait faire produire du sang, on va dire, et ça créait des fausses règles. Et donc, en fait, c'était vraiment une fausse croyance de se dire même si je suis sous pilule et puis que j'ai mes règles, ça veut dire que je suis pas enceinte, youpi, ou donc. C'est à partir de là que moi j'ai commencé à arrêter de faire des pauses avec ma pilule et puis j'étais aussi contente parce que pour moi les règles c'était plus embêtant qu'autre chose, ça faisait quand même un peu mal, c'était surtout pas c'était pas agréable, si en plus l'été ça tombait pendant les vacances, pour aller à la piscine, etc. Donc moi ça m'avait plutôt arrangé. Et puis après, du moment où j'ai voulu avoir un projet de grossesse, là par contre, j'ai arrêté la pilule et puis j'ai découvert que j'avais un syndrome des ovaires polykystiques. Et là, mon rapport, disons, avec mes règles a un petit peu changé puisque j'aurais bien aimé avoir mes règles tous les mois comme il fallait, mais c'était pas le cas. Et donc ouais, c'est drôle. Pendant des années, j'étais contente de pas les avoir. Puis quand je voulais les avoir, je les avais pas. J'étais déçue. J'étais pas très contente.
Enfin voilà, mais tout s'est réglé. Et puis c'est vrai que dorénavant, quand j'ai mes règles, j'avoue que je suis quand même assez contente parce que j'ai des règles très très peu abondantes, pas trop douloureuses. Et puis en plus de ça, ça n'a pas beaucoup d'impact sur mon humeur, etc. Mais je peux comprendre que certaines femmes, ce soit quand même beaucoup plus compliqué. Moi, je pense que j'ai quand même de la chance à ce niveau-là. Merci à toutes ces femmes pour leur générosité et leur courage. Parler de son corps, de sa douleur, de son intimité, ce n'est jamais anodin. Et c'est exactement dans cet esprit que je vous propose maintenant de découvrir Irène Wyss qui va nous parler de flux instinctif. On se retrouve dehors avec les oiseaux. La voix des femmes. Bonjour Irène. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien ? On va parler donc de flux instinctif avec toi. Peut-être avant de parler de ça, est-ce que tu serais d'accord de te présenter à nous ? Alors oui, bien sûr. Alors Irène Wyss, donc moi j'ai suivi plusieurs formations dans les thérapies naturelles. À la base, j'ai démarré avec les plantes médicinales, l'aromathérapie. En aromathérapie, je me suis spécialisée, je suis vraiment dans un axe scientifique, médical. J'ai ouvert le premier cabinet d'aromathérapie sur un site hospitalier. Et ensuite, j'ai continué à m'intéresser au corps humain et son aspect naturel, physiologique, spirituel. Enfin, vraiment, on peut l'appeler de différentes façons. Mais du coup, j'ai entamé des formations en sophrologie, en nutrition. Enfin voilà, vraiment essayer de comprendre dans sa profondeur comment le corps travaille, en suivant des formations en médecine académique, toutes ces choses-là, pour comprendre toujours plus. Mais au final, à travers toutes ces formations et surtout à travers mes voyages, parce qu'il faut dire que je suis nomade depuis 4 ans, où je vais vraiment à la rencontre des communautés en famille, où on vit en communauté avec des communautés indigènes qui nous permettent aussi d'apprendre davantage sur notre corps, comment notre physiologie est reliée à la nature. Et c'est à partir de là, en fait, où j'ai réellement intégré ce lien que nous avons avec la nature. Oui, des voyages passionnants d'ailleurs. Je vous invite à suivre Irène sur les réseaux sociaux parce qu'elle poste des choses qui vous feront rêver, c'est sûr. Je vous mettrai le lien de ces pages dans la description. On va donc s'intéresser avec toi aujourd'hui au flux instinctif menstruel. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le flux instinctif, on pourrait dire que c'est l'écoute de son corps, c'est vraiment être en relation avec son corps et son flux menstruel. Donc, quand on parle de flux instinctif, c'est vraiment de comprendre que notre corps, en fait, a vraiment la capacité de continence de nos propres menstruations. Où, en fait, on est dans un système, dans une société où, en fait, on nous dit que, en fait, nos flux arrivent, on doit mettre des couches. Et moi, j'ai envie de vous dire, non, enlève tes couches et écoute ton corps et tu peux tout à fait savoir à quel moment tu as ton flux qui arrive. Donc, c'est vraiment se connecter à son propre corps et comprendre la physiologie de notre menstruation. Voilà. Et donc d'arriver à retenir comme on retiendrait de l'urine, par exemple. Alors, ouais, on pourrait dire ça, mais c'est pour moi, c'est pas retenir. C'est en fait, si tu veux, c'est comme, en fait, je donne toujours cette comparaison avec le bébé, l'enfant, en fait, où on lui apprend la propreté, mais en soi, on va lui enlever les couches pour lui apprendre la propreté. Donc en fait, l'enfant, à un moment donné, il sait à quel moment il doit uriner, il doit aller aux toilettes ou des choses comme ça. Et pour la femme, c'est la même chose. En fait, nous, c'est tout l'inverse. On nous apprend à mettre des couches. Oui. Et en fait, c'est vraiment de se dire, mais quand on enlève les couches, en fait, notre corps apprend à maîtriser ce flux, à le ressentir, parce qu'on est à l'écoute de notre corps et on sait à quel moment on doit aller rejeter notre sang, par exemple, dans les toilettes, des choses comme ça. Et puis, on sait que notre flux et à quel stade il est durant la journée, par exemple. Donc voilà, c'est un peu comme quand on va uriner, ça arrive pas à la seconde et puis droit derrière, vous devez courir aux toilettes. Non, en général, on est préparé, on le ressent. Et c'est la même chose avec nos menstruations. Ok. Et si ça doit arriver pendant la nuit, c'est le même principe ? C'est le même principe. Ça nous réveille. Je crois que la plupart des adultes ne font pas pipi au lit, donc c'est le même principe. Ça nous réveille, le corps nous signale. Ok. En général, si tu veux, on a comme des petites contractions qui viennent au niveau de l'utérus, et on a entre une demi-heure et 45 minutes avant que le flux arrive. Donc en fait, on peut totalement anticiper.
et préparée à simplement aller aux toilettes au moment voulu pour libérer notre sang, tout simplement. Ah oui, 45 minutes, donc ça permet aussi de l'intégrer dans sa vie quotidienne, même si on travaille, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, c'est comme si on faisait... Alors, plus tôt on s'y prend, plus facile c'est. Si, par exemple, l'adolescente qui a ses premières règles, on lui dit « ne mets pas de couche », écoute ton corps, elle va savoir qu'à un moment donné, par exemple, elle est en classe, par exemple, elle peut pas forcément aller aux toilettes, son corps, il le sait. En fait, il se prépare. Et il va relâcher, en fait, son sang au moment où le corps est disponible. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, c'est un petit peu comme les urines. On peut tout à fait faire le parallèle parce que, en fait, ton corps, il est prêt à ça. Il sait que, pendant les heures de travail, tu es concentré, tu es dans un autre mood, en fait. Et puis, à certains moments de la journée, tu sais qu'il va falloir, à un moment donné, que tu ailles uriner, quoi. Voilà. Donc, c'est le même principe, en fait, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, quand on dit je retiens, je suis dans le mental, c'est pas du tout ça, en fait. Mais physiologiquement, ça se fait naturellement. Oui, alors justement, je me disais que c'était compliqué, surtout que si on a, par exemple, un flux très abondant, est-ce que ça change quelque chose? Ça rend la chose plus compliquée? Non, ça change rien, ça change absolument rien. Physiologiquement, de façon naturelle, on y arrive. Après, je dirais le plus difficile dans notre société aujourd'hui, c'est de se déprogrammer, j'ai envie de dire, de se rééduquer au fait que on a ce flux instinctif. Moi, la plupart du temps, quand je dis à une personne, ça fait des années et des années, ça fait plus de 10 ans que je mets pas de serviette hygiénique, que je mets pas de tampon, on me regarde avec des grands yeux, on me dit, mais comment tu fais? Puis je dis, alors oui, les premiers temps, il a fallu me déprogrammer, me dire que c'est possible, et puis d'être à l'écoute de son corps, et puis, les premiers temps, ça t'empêche pas de mettre des culottes menstruelles en tissu, et puis il faut quelques mois aussi pour que le corps se souvienne, en fait, de ça. Comme je te donnais l'exemple tout à l'heure du bébé, en fait, on redevient à cette étape-là, en fait. Vraiment, cette rééducation du corps, et de se dire que, comme un bébé a besoin de quelques mois pour devenir propre, nous, on aurait besoin de quelques mois pour être à l'écoute des signaux, en fait, qu'on voit ton corps quand tu as besoin de libérer ton sang. Oui. Mais c'est une méthode qui existe du coup depuis la nuit des temps et puis on l'a oubliée tout simplement alors. Tout à fait. Simplement, on nous a inventé des serviettes qu'il fallait vendre et du coup on nous a dit qu'on n'était plus capable de gérer nos flux. Mais tout à fait, c'est une méthode qui date depuis des milliers d'années et maintenant ces dernières années, il y a de plus en plus de femmes qui cherchent cette connexion au corps, parce que instinctivement on en a besoin en fait. Et quand on parle de connexion au corps, on parle de nos menstruations qui dans notre société occidentale est quelque chose de très tabou. On considère ça comme quelque chose de sale. Et dans d'autres sociétés, c'est encore quelque chose qui est valorisé en fait, qui est plutôt à l'inverse, qui est beau, qui est une chance en fait que nous avons, nous les femmes. Et c'est vrai que, comme tu le dis, de ce que j'entends, on est très déconnecté aujourd'hui de notre corps parce qu'on est dans l'action, dans la réflexion, on est très dans le mental et on oublie un petit peu cette connexion, mais finalement elle est assez indispensable finalement. Oui, absolument, elle est indispensable et je pense que, en tout cas d'après les témoignages des personnes qui font le flux instinctif, elles ont redécouvert en fait, j'ai envie de dire, le pouvoir de son propre corps. Elles le vivent beaucoup plus sereinement. C'est pas comme un fardeau, on va dire. C'est vraiment quelque chose de serein, quoi. Comme une personne qui va aux toilettes faire pipi, là, la personne, elle va simplement libérer son sang. Donc du coup, elles le vivent beaucoup plus sereinement et beaucoup plus dans le respect de son corps. Dans le respect de son corps, dans l'écoute. Et du coup, en fait, la plupart de ces femmes, et moi la première, j'ai vraiment de la gratitude quand je suis en phase de menstruation, parce que je me dis, tiens, j'ai cette chance de pouvoir me purifier, me nettoyer, et ce n'est pas, mais de loin, un fardeau. Et c'est pas, tu l'as dit, sale tout à l'heure, c'est vrai que c'est un mot dur,
mais qui reflète beaucoup il y a une sorte de honte aussi là derrière, de toujours faire attention à se dire est-ce que j'ai une tache, est-ce que ça se voit, on n'a pas envie d'en parler, quoi. Ça reste très tabou comme sujet. Oui, tout à fait, ça reste très tabou, ce qui est extrêmement dommage, parce que je pense que le fait de rendre ça comme quelque chose de sale, de honteux, il faut cacher, et c'est douloureux, c'est systématiquement comme si la douleur était normale. En fait, la personne, elle se conditionne déjà dans la douleur avant même d'avoir ses règles, en fait. Et je pense que ce conditionnement a un impact très très fort sur les douleurs et sur l'aspect, on va dire tabou, l'aspect de saleté ou des choses comme ça. Et à l'inverse, par exemple, dans mes voyages en Amérique latine, j'ai rencontré beaucoup de communautés où pour elles, le sang, c'est de l'or, quoi. Elles en font des offrandes à la terre et elles considèrent le sang comme pour elles, c'est vraiment sacré. C'est une période sacrée, c'est une période de repos, de repli sur soi, de prendre soin chacune entre les femmes. Et c'est vraiment, par exemple, une jeune fille qui a ses premières règles, c'est une fête, quoi. C'est un émerveillement, c'est une fête, il y a toute une cérémonie, c'est la joie, c'est une étape extrêmement importante et c'est une étape de joie. Nous, dans notre société, on aurait tendance à dire « Ah, mais mon Dieu, ça y est, tu vas avoir des douleurs, quoi. » Oui, c'est ça. Bienvenue, voilà, ça y est, quoi. bienvenue dans, voilà. Et en fait, non, déjà, quand tu te conditionnes dans cette joie, dans cette liberté et cette chance, vraiment, et que tu as de la gratitude d'avoir ces menstruations, déjà, tu te reconnais et tu te réconcilies avec ton corps de façon différente. Et ça, c'est déjà un pas énorme, en fait. Mais tu veux dire que si on fait cette démarche de se dire « Ok, maintenant j'ai envie de retrouver cette sérénité avec mon propre corps, de se lancer dans ce parcours d'arriver à ce stade de flux qu'on arrive à maîtriser, est-ce que ça va aussi diminuer tout ce qui est douleur? Parce qu'il y a aussi des fois des contraintes physiques comme l'endométriose, on en parle beaucoup aussi en ce moment. Ça pourrait aider dans ce sens-là aussi? Oui, parce que tu vas déjà avoir une approche totalement différente, déjà beaucoup plus sereine. Et comme tu es à l'écoute de ton corps, tu seras aussi à l'écoute de ton propre cycle. La femme a différents cycles dans un mois. Il y a le cycle où tu es dans la créativité, dans l'énergie, dans le feu, on va dire. Et tu as aussi ce cycle pendant tes menstruations de repos. Et aujourd'hui, que ça soit à l'école, au travail ou des choses comme ça, on ne prend pas de repos pour respecter notre propre cycle. Et quand tu es à l'écoute de ton corps, tu vas diminuer tes charges durant cette phase de repos qui est extrêmement importante. Et même avant la phase de menstruation, il faut déjà commencer à diminuer ton agenda pour te préparer à cette phase. Et du moment où tu rentres dans cette écoute, tu vas respecter ces cycles-là et du coup, tu le vivras beaucoup plus sereinement et avec moins de douleur qu'une femme qui ne le fait pas. Et puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en général on dit quand on a nos règles, on n'a pas d'énergie, on est peut-être un peu de mauvaise humeur, on peut avoir quand même des douleurs, donc on n'a pas envie de sortir du canapé, mais finalement c'est des signaux que notre corps nous envoie pour dire là c'est le moment de te calmer. C'est ça, exact. C'est simplement ton corps qui est en train de te dire tu es en phase de repos. C'est comme la nature, elle a des phases de repos en hiver, en été c'est le grand feu, c'est l'explosion de couleurs, de fruits qui arrivent et tout ça. Ton corps c'est pareil. Voilà, c'est comme le soleil, la lune, enfin voilà, on fait partie de cette nature et si on respecte ces cycles, forcément tu le vivras beaucoup. C'est tellement logique, mais on a tellement oublié ces infos-là. Et c'est vrai que, moi, je remarque personnellement, quand je m'écoute pas, si pendant ma phase de repos, je suis hyperactive, que je prends plein de rendez-vous, mon agenda déborde, tu peux être sûr que j'ai des symptômes. J'ai mal à la tête, ou voilà, j'ai des symptômes qui me disent « Eh oh, Irène, là, t'as oublié que il faut vraiment respecter ce cycle-là. »
Donc en fait, il faut voir ça plutôt comme des alertes que notre corps nous donne, plutôt que de se dire je suis en guerre contre lui parce qu'il me fait la misère pendant cette période-là. En fait, il est juste en train de te dire, d'envoyer un message qu'il faudrait écouter. Exactement. Ton corps, en fait, il est simplement là en train de t'accompagner et il te donne simplement les informations qu'il a besoin. Donc, à toi de voir si tu l'écoutes ou pas. Mais si tu ne l'écoutes pas, forcément, t'as les symptômes et tu le vis mal. Tandis que si tu l'écoutes, à l'inverse, tu seras beaucoup plus à l'aise dans ton corps, dans tes cycles, dans ta santé, dans tes émotions, enfin dans tout en fait. Faut faire confiance au fait à son instinct aussi et à ce que notre corps nous envoie et de l'écouter surtout, ça c'est indispensable. Si on rentre dans le concret, alors quelqu'un nous écoute aujourd'hui et se dit ok, ça me parle, j'ai envie de faire ça. Comment est-ce qu'on commence alors? Parce que pour un enfant, on a plus ou moins les bases, se dire ok, jour J, tel, on y va, on démarre ce truc-là. Comment on met en place les choses pour que ça fonctionne? Alors, pour moi, la première chose, ça serait déjà d'enlever les couches. Donc, vraiment de favoriser, par exemple, une culotte menstruelle. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour démarrer là-dedans. On dit que... alors après, il y a plusieurs formations qui existent en ligne, qui sont très très bien. Je pourrais te donner les références et puis comme ça, tu peux les mettre à dispo dans la description. Aussi dans la description. Mais je pense que la première des choses, c'est déjà de se dire, j'enlève ces couches et je suis à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mes propres signaux. Alors, certes, ça va pas marcher du premier mois. Il faut être réaliste aussi, surtout quand on a 30, 40 ans, on a quand même des années derrière de conditionnement où on nous dit que non, c'est pas possible. Là, comme je te disais tout à l'heure, je pense que le plus dur, c'est de se déprogrammer, de se dire, tiens, c'est possible. Mais de se déprogrammer mentalement, mais aussi physiologiquement, que le corps reprenne confiance, en fait, reprenne ses habitudes de base. Donc c'est déjà d'enlever les couches et éventuellement de démarrer avec une culotte de menstruation. Et puis ensuite, de tenter les premières fois, peut-être que ça marchera pas le premier cycle, peut-être le deuxième cycle, on arrive à 30%, peut-être que le troisième, ça sera à 50%. On dit qu'au bout du 6e, on arrive déjà plus ou moins à 80% de libération de sang. Donc c'est déjà pas mal, Mais il faut de la patience, il faut être... Alors quand je dis être à l'écoute, c'est pas être au bureau en train de taper à l'ordinateur et puis te dire est-ce que maintenant je dois aller libérer? Non. De toute façon, les premières fois, tu vas certainement faire dans ta culotte de menstruation. Et puis là, en fait, plus tu vas être attentive à quel moment de la journée tu as libéré, plus tu vas être attentive pour les prochains cycles. Et du coup, en fait, tu te rendras compte que physiologiquement, en fait, les choses se mettent en place de façon naturelle, tu vois. Parce que ton corps, il a compris, en fait. Oui, c'est ça. Ton corps, il a compris et il sait, à un moment donné, il va savoir que, ok, là, je sais pas, par exemple, tu es au travail de 8h à midi, t'es hyper concentré, t'es devant ton ordinateur ou je ne sais quoi. À midi, en général, tu vas faire pipi avant de partir. Là, tu vas profiter de libérer ton sang. Et ça, en fait, ton corps, il le sait, il l'apprend. De façon instinctive, ça va venir tout seul. Mais il faut du temps. C'est comme si on s'apprivoise un petit peu finalement. Lui, il va s'apprivoiser avec notre quotidien et nos obligations, et puis nous, apprivoiser le fait qu'il y a des moments opportuns pour le faire, et ça va être une danse un petit peu. C'est une danse comme ça, un équilibre qui se fait, et ça prend quelques mois pour que ça se fasse. Il y a quand même ce côté-là de se donner le droit de prendre le temps et de pas de se dire que le premier mois, ça doit être efficace à 100%. C'est ça, c'est ça. Et ça, je pense, c'est important de le garder en tête parce que souvent, les femmes, elles pensent qu'en 1, 2 ou 3 mois, c'est fait. Et puis que du coup, elles sont en phase d'échec parce que pour elles considèrent que ça devrait marcher très rapidement. Mais le conditionnement est tellement fort depuis de nombreuses années que le corps, il faut qu'il puisse avoir ce temps disponible pour se réhabituer, pour se réapproprier son propre corps. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il faut en tout cas se donner entre 6 mois et 1 année pour vraiment être, en guillemets, opérationnel, quoi, dans le sens...
Sachant que la majorité des femmes, au bout de 6 mois, c'est déjà plus de 80% de libération de sang qui est OK, quoi. Oui, puis c'est aussi retrouver une sérénité face à son corps, face à cette période de mois qui peut être peut-être compliquée et du coup, grâce à ça, sera peut-être un peu facilité aussi. Oui. Enfin, il faut voir aussi tous les aspects positifs qu'il y a là autour. Mais il y a plein d'aspects positifs. Il y a la partie économique. Oui. Il faut quand même se l'admettre. C'est pas donné de s'acheter des serviettes, des tampons, des choses comme ça. La partie écologique aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on ingère aussi à travers ces tampons, ces serviettes. Ils sont là sur notre peau quand même, sur nos parties intimes qui sont quand même beaucoup plus sensibles, notre flore vaginale, des choses comme ça. C'est quand même pas rien. Ça impacte quand même au niveau physiologique, perturbateurs endocriniens, etc. Oui. Et surtout, cette reconnexion qu'on peut avoir avec notre corps. Je dirais, moi, personnellement, ça a changé ma vie, quoi. Je pensais pas, j'avoue qu'au départ, quand on m'en a parlé, j'étais Oui, je suis sûre qu'il y en a plein qui disent pareil, là. Et puis après, je me suis dit, mais ça me coûte rien d'essayer. Oui. Tu vois, ça me coûte rien d'essayer. J'ai persisté un petit peu. Il faut dire que moi, ça m'a pris aussi quelques mois pour vraiment comprendre. Et puis aujourd'hui, je sais que je peux être en phase de menstruation et puis me dire, je peux aller me promener et faire ma vie comme tous les jours. Je n'ai pas une couche avec du sang qui macère. Oui, en plus, tu vois. Ouais. Et surtout avec les chaleurs que nous vivons aujourd'hui, c'est forcément pas très sympa et moins agréable. Tandis que là, j'ai plus du tout ce problème-là. Oui. Donc ouais, je pense que c'est... Et dans ces cas-là, je rajoute une petite couche de positif aussi comme il fait chaud là, on a bien envie d'aller à la piscine. Et puis c'est vrai que dans ces moments-là, souvent, on s'empêche de le faire ou alors on porte un tampon et c'est pas forcément le plus agréable. On peut imaginer alors dans ce cadre-là de pouvoir aller se baigner. Tout à fait. Tu peux tout à fait aller te baigner parce que ton corps, il sait que c'est pas le moment de relâcher. Oui. Puis, comme je disais, tu as quand même cette petite contraction. Si vraiment tu dois aller libérer, tu arrives 30 à 45 minutes avant. Donc, tu as quand même le temps, tu vois. Après, juste pour information, mais je sais que pas beaucoup de femmes le savent, il existe des culottes menstruelles en maillot de bain. Ah! Ouais. Donc, il y a possibilité de trouver un maillot de bain spécifique avec la culotte menstruelle qui t'évite totalement d'utiliser des produits chimiques, comme le tampon, des choses comme ça, qui sont extrêmement mauvais pour notre corps. Donc, ça peut aussi être une alternative si on se sent pas prête de gérer le flux instinctif dans une piscine, par exemple, s'il peut être un petit peu réticent au départ, surtout. Il y a toujours cette peur. Voilà, c'est ça. Après, tu verras que au bout de 2 ou 3 ans, c'est bon, t'as plus cette peur. T'es tellement en confiance, t'es OK, tu le connais, ton corps, et tu sais que t'as pas du tout le risque de libérer du sang dans la piscine, quoi. Ouais. Très bien. Bon, alors comme je l'ai dit, on va retrouver un lien vers tes pages, ta page nomade sur les réseaux sociaux, histoire qu'on puisse suivre tes aventures. Et puis bien sûr te demander aussi de l'aide, puisque tu as quand même de l'accompagnement que tu offres aussi à distance. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors que ça soit pour le flux instinctif, pour différents domaines de vie, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'accompagne des personnes de manière personnelle pour apporter des changements de vie, toujours en reconnexion avec la nature et j'ai envie de dire notre propre nature. Donc c'est vraiment comprendre notre physiologie où on reprend un petit peu les différents domaines de vie, que ce soit la nutrition, le mode de vie, comme je disais, l'ingestion interne, donc qu'est-ce qu'on va manger, l'ingestion externe, qu'est-ce qu'on met sur notre peau, qui est ingéré à travers notre peau, et puis l'ingestion spirituelle, émotionnelle, c'est par exemple qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu vis autour, qui aura un impact aussi de façon physiologique. Un équilibre complet. Exact. Donc vous avez toutes les infos dans la description pour retrouver Irène. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi pour l'invitation. La voix des femmes. Ce qu'Irène nous a démontré, c'est que notre corps est capable de bien plus qu'on ne le croit. La symptothermie part exactement de ce point-là. Justine Peyton, notre prochaine invitée, forme des femmes à observer leurs propres signaux corporels pour gérer leur contraception, leur fertilité et leur santé sans hormones, sans déléguer à autre chose qu'elles-mêmes.
Mon invité pour terminer cet épisode, c'est Justine Petten et son parcours commence là où beaucoup de femmes se réveillent, à l'arrêt de la pilule. Titulaire d'un bachelor en économie de gestion, Justine opère un vrai changement de vie. Elle a découvert dans la symptothermie bien plus qu'une méthode de contraception. C'est vraiment une vocation. Elle se forme alors à l'Institut Eden Fertilité à Lausanne, obtient en 2017 sa certification de conseillère en symptothermie et fertilité holistique. Plus de 500 heures de formation avec une certification qui est reconnue comme étant la plus exigeante du domaine en Europe. Aujourd'hui, Justine accompagne des femmes et des couples. Elle les aide à mieux comprendre en fait le cycle des femmes, à gérer la contraception de manière naturelle, mais aussi à préparer une grossesse dans les meilleures conditions. Ce qui la distingue, c'est aussi son approche globale. Elle s'intéresse aux liens entre l'alimentation ancestrale, la santé hormonale et la fertilité. C'est un travail qu'elle mène d'ailleurs main dans la main avec son mari Christian, qui est nutritionniste spécialisé en santé pro-métabolique. Justine, bienvenue dans La Voix des femmes. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Comment est-ce que vous expliquez la symptothermie à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler ? Alors heureusement, il y a de moins en moins de personnes de nos jours qui n'en ont jamais entendu parler. Ça a bien changé depuis environ 10 ans que je pratique bientôt 7-8 ans. Au début, c'est vrai qu'il y avait vraiment personne qui en avait entendu parler quasiment. Moi avec, on a vraiment dû faire des recherches, disons, actives pour trouver cette méthode avec mon mari. Et c'est ça aussi qui m'a vraiment motivée en fait à me lancer comme formatrice, vraiment au-delà de la formation pour nous-mêmes en fait, pour notre propre pratique. Et du coup, c'est vrai que maintenant, la plupart des personnes en ont entendu parler, mais il y a encore beaucoup de confusion entre les méthodes et aussi de confusion par rapport à la fiabilité, etc. On pourra en reparler. Du coup, déjà ce que je peux en dire, c'est comme vous avez fait une très belle présentation, on peut effectivement utiliser cette méthode que ce soit pour une contraception naturelle, l'aide à la conception, mais aussi d'un point de vue vraiment santé menstruelle, comprendre ce qui se passe dans notre cycle, voir qu'est-ce qui est normal ou pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on considère normales qui ne le sont pas forcément. C'est vrai que c'est par rapport aux douleurs, par exemple, si on pourra y revenir. Donc c'est vraiment une méthode qui a plein de facettes et qui peut nous accompagner tout au long de notre vie, peu importe justement notre objectif. Donc la symptothermie va, on peut dire, décortiquer le cycle féminin quand on n'a jamais vraiment étudié le sujet en profondeur ou qu'on n'est pas dans le domaine de la santé. On sait que dans un cycle, quand on parle de cycle, déjà on pense aux règles. On pense que le cycle, souvent, c'est les saignements. On identifie ça comme ça parce que finalement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est flagrant quand on n'a pas de connaissances qui vont au-delà pour pouvoir s'observer plus loin que ça. Mais en fait, quand on parle de cycle, pour vraiment qu'un cycle soit complet, il faut qu'il y ait une ovulation. L'ovulation qui est censée se passer à peu près au milieu, bien que ça peut varier d'une femme à l'autre, d'un cycle à l'autre. Donc, la symptothermie va vraiment comprendre ce qui se passe entre les épisodes de saignement. Et pour ça, on a différents outils justement pour observer ce qui s'y passe normalement, notamment en termes de température, mais aussi la glaire cervicale, optionnellement la position du col de l'utérus. C'est tout des symptômes qui sont observables par la femme, qui se modifient en fonction de la période du cycle et qui nous permettent de valider si une ovulation a eu lieu ou pas, et si oui, quand à peu près elle a eu lieu et à partir de quel moment on est sûr qu'elle soit passée. Donc avec la symptothermie, on va pouvoir ouvrir et fermer la fenêtre de fertilité, donc savoir quand est-ce qu'on est fertile ou pas, mais aussi avoir, avec des marges, bien sûr, bon là je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y a des règles vraiment strictes, qui sont pas compliquées, mais qui sont strictes si on veut une méthode de contraception fiable, si on parle de contraception, comme on l'a vu, on peut l'utiliser dans d'autres objectifs. Mais en termes de contraception, il y a des règles strictes à appliquer, donc il faut les connaître, il faut les avoir appris. Donc c'est là que je vais venir sur l'aspect de la formation qui est importante. Parce que je parlais de confusion aussi avant entre les méthodes. C'est clair que si on n'a pas appris la méthode, est-ce que c'est vraiment la symptothermie qu'on pratique? Souvent, non. C'est une méthode approximative ou touriste ou la méthode température, mais même la méthode température a aussi des règles à apprendre. Peu importe la méthode qu'on suit, il y a des règles aussi à apprendre qui sont bien, comment on peut dire, qui appartiennent à chaque méthode
particulière. Donc voilà, en symptothermie, on observe la glaire cervicale, la température, optionnellement la position du col. Ça nous permet d'ouvrir et fermer la fenêtre fertile. Et en fonction de ça, suivant notre objectif, que ce soit contraception, on va soit s'abstenir, soit se protéger pendant la période fertile. Si c'est dans un objectif d'aide à la conception, eh bien on va observer les jours les plus fertiles. Et que ce soit aussi d'un point de vue aide à la conception ou santé menstruelle, ça va nous permettre donc de savoir est-ce qu'il y a eu ovulation ou pas, si oui, quand, quelle est la durée de la phase après l'ovulation, ce qui est très important d'un point de vue santé de la femme et aussi fertilité, pour laisser le temps à un embryon de s'implanter. Enfin voilà, je vais pas entrer plus dans le détail maintenant. Donc on arrive à savoir beaucoup de choses sans avoir besoin d'examens invasifs ou coûteux. Rien que déjà en s'observant, la femme et le couple peuvent reprendre pas mal de pouvoir sur leur fertilité et sur leur santé. C'est quelque chose qu'on a découvert aussi via l'interview d'Irène, c'est que l'observation de son propre corps, on l'a un peu perdu en fait avec la commercialisation, l'industrialisation, etc. On nous a mis plein d'outils externes à dispo et on oublie l'excellent outil interne qu'on a déjà finalement. Ça fonctionne pareil. Exactement. Okay. Disons que voilà, ça rapporte moins de rendre autonomes les gens. Donc c'est vrai que c'est plus, ça revient. La symptothermie, c'est une méthode en termes de contraception qu'on peut appeler scientifique parce qu'elle a été créée par des chercheurs, des gynécologues. Donc c'est des confrères de nos gynécologues qui ont créé cette méthode. Ce ne sont pas des personnes comme moi. Moi, j'ai été formée pour enseigner. Mais c'est pas des personnes comme moi qui l'ont créé, c'est vraiment des chercheurs, des gynécologues, etc. Depuis les années 50, on peut parler de méthode scientifique. Avant ça, comme vous en avez parlé juste avant, suivant les époques, suivant les communautés, suivant les peuples, il y a déjà eu, au travers de l'histoire, pas mal de connaissances finalement autour de la fertilité féminine, qui faisait que il y a eu, suivant les endroits, suivant les époques, des méthodes utilisées pour espacer les naissances, pour comprendre vraiment et apprivoiser cette fertilité. Donc c'est pas nouveau. En soi, ça fait des milliers d'années finalement que ça existe, que ça a plus ou moins disparu, revenu, etc. suivant ce qui se passait dans l'histoire. Donc c'est vraiment pas nouveau. Par contre, l'aspect, disons, scientifique d'une méthode vraiment établie avec des critères stricts, avec des études de fiabilité qui ont été faites, qui sont maintenant intégrées au tableau de l'OMS qui recense les méthodes de contraception. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que c'est des savoirs globalement qui datent pas d'hier et qui ont été très utiles et très utilisés par pas mal de peuples au travers de l'histoire. Ouais. Vous avez parlé aussi de santé menstruelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par santé menstruelle ? Eh bien, par santé menstruelle, j'entends le fait de tenir compte de son cycle, un petit peu comme un baromètre santé. On peut parler un peu d'un signe vital supplémentaire, si on veut bien, puisque on peut pas, si on veut, séparer, pour moi, en tout cas, dans mon approche, je considère qu'on peut pas séparer ce qui se passe dans le corps. Si on a des soucis au niveau de notre cycle, ça va impacter le reste de notre santé, ou c'est aussi le reste de notre santé qui va impacter notre cycle. Donc vraiment, pour moi, tout est lié. Donc, c'est pas parce que on veut pas d'enfants maintenant, ou qu'on n'en veut pas du tout, que notre cycle n'a pas d'importance. Il y a aussi tout cet aspect, on parle d'hormones dites sexuelles, mais en fait, les hormones dites sexuelles ne sont pas utiles qu'à la reproduction. Elles vont impacter un nombre de fonctions assez impressionnantes dans le reste de notre corps. Donc, elles sont pas utiles uniquement à la reproduction. Donc, le fait d'avoir un bon équilibre hormonal, ça va impacter notre morale, ça va impacter notre vitalité, ça va impacter notre libido, ça va impacter aussi la capacité qu'on a à récupérer, à bien dormir, à avoir un sommeil de qualité, à se régénérer au niveau de nos organes, de nos tissus, de tout ce qui fonctionne dans notre corps. Donc, le fait de pouvoir reconnaître si quelque chose ne se passe pas bien dans notre cycle, donc déjà pouvoir le voir, et puis pouvoir en suivre l'évolution, grâce justement à la symptothermie ou à une autre méthode d'observation du cycle, ça va vraiment nous permettre de gagner en autonomie vis-à-vis de notre santé et surtout aussi de notre bien-être.
Parce qu'on a longtemps répété aux femmes que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, voilà, c'est normal d'avoir des gros, comment on peut appeler, fonds du bac avant les règles, d'être déprimé, etc. Qu'il y ait des choses qui changent, qui bougent, oui, c'est normal, mais de là à en souffrir, non. Ce n'est pas normal. C'est pas censé nous empêcher de vivre. On n'est pas censé devoir prendre des médicaments. Alors, il n'y a pas besoin, si c'est notre cas, il n'y a pas besoin de paniquer à la seconde. Voilà, c'est pas parce qu'on constate ça qu'il va nous arriver quelque chose de grave tout de suite, pas du tout. Mais c'est plus de comprendre, en fait, que non, on n'est pas censé souffrir de notre cycle. C'est qu'il y a un problème de fond qui est potentiellement peut-être plus global. Et c'est un appel à venir chercher pourquoi. Comment, qu'est-ce qu'on peut faire, puisque ça va pas impacter que notre fertilité. Bon, déjà, si on veut des enfants, qu'on en veut un jour, ben, c'est important de ce point de vue-là, parce que ça peut prendre du temps à soigner, suivant les causes, mais aussi, ben, d'un point de vue simplement bien-être, de se sentir bien dans notre tête, bien dans notre corps, et d'avoir une santé robuste sur le long terme, c'est lié avec notre cycle, ouais. Donc les douleurs ne sont pas normales. Ça, j'ai l'impression que c'est la phrase à retenir de ce que vous avez dit aussi. Enfin, pas que, mais... Alors, à mon avis, selon mon parcours, mes recherches, mon approche, non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Après, de ressentir quelque chose au niveau des règles, l'utérus se contracte légèrement, il y a une évacuation, il y a des changements hormonaux, que ça tiraille un peu, etc. Oui. Voilà. Pas de souci, il se douleurs... passe quelque chose. Mais de là à avoir vraiment mal, de ne pas pouvoir vivre correctement, devoir complètement adapter son train de vie. Non, personnellement, je considère pas ça comme normal et on a de plus en plus à ne pas considérer ça comme normal, ouais. Et qu'est-ce qui pourrait créer alors ces douleurs qui sont anormales? Alors, c'est très très vaste, hein. Je sais pas si on va vraiment pouvoir entrer dans le sujet. Entre autres, des déséquilibres hormonaux. Ça peut être lié aussi à des états de fatigue chronique, d'épuisement, de stress chronique. Il faut savoir que, notamment au travers de l'approche prométabolique dite bioénergétique, c'est une approche justement avec laquelle je me forme beaucoup en continu par rapport aux recherches de mon mari aussi, que vous avez aussi introduit à l'annonce au début. On considère en fait les recherches de cette approche montrent que la production énergétique du corps, elle n'est pas illimitée. Donc, ce qui est alloué à certains endroits ne sera pas disponible pour autre chose. Alors, on peut influencer là-dessus. On a une production énergétique plus ou moins efficace suivant notre parcours de santé. Ça peut aussi être transgénérationnel. Il y a vraiment un impact transgénérationnel par rapport à ça. Mais du moment, par exemple, qu'on est justement en fatigue chronique, en stress chronique, qu'on a pu vivre, je sais pas, certains traumas qui ont vraiment impacté, en fait, tout notre fonctionnement au niveau de notre corps et de notre production énergétique, il y a forcément moins d'énergie disponible pour la reproduction, pour le cycle, etc. Donc voilà, ça peut être une des causes, mais c'est très vaste, hein, là, ce que je vous dis, c'est très global. Ça peut être vraiment multifactoriel, multicause. C'est des choses, justement, je parlais de transgénérationnel, la santé et le parcours de nos parents, de nos grands-parents peuvent impacter le nôtre aussi. C'est pour ça aussi que c'est très important pour moi de parler de ce qui touche à la préparation à la conception. Parce que souvent on se pose des questions par rapport à la fertilité uniquement si on tombe pas enceinte tout de suite. Mais justement dans l'approche que ce soit prométabolique ou dite ancestrale, on constate justement que au travers de l'histoire, il y a de nombreux peuples dits primitifs qui n'avaient pas encore l'impact de l'industrialisation, justement, du système médical actuel, etc., qui avaient dans leur tradition le fait de préparer une grossesse, tant chez le père que chez la mère. Ils s'étaient rendus compte qu'en optimisant la santé et la vitalité des couples en âge de concevoir, déjà, ils étaient plus fertiles, mais aussi les grossesses se passaient mieux, l'accouchement se passait mieux, le postpartum se passait mieux, moins de risques d'épuisement, de burn-out, ce genre de choses, les allaitements se passaient mieux, et les bébés naissaient en meilleure santé, plus robustes, chose qui était très importante dans un contexte où la vie pouvait être beaucoup plus difficile. Voilà, et ça, c'est des notions qui se sont un peu perdues, et que mon mari et moi, on attache beaucoup d'importance à faire justement renaître, parce qu'on se rend compte que ça va aussi impacter positivement la vie et justement tout notre vécu en fait de notre grossesse, de notre postpartum et de voilà tout ce qui entoure en fait,
qui entourent la fertilité. Donc c'est vrai que de par notre hygiène de vie, de par le soin qu'on apporte à nos rythmes circadiens, à notre sommeil. Du coup, quand je parle de rythme circadien, c'est lié au sommeil, mais aussi à notre exposition à la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Ça impacte aussi notre équilibre hormonal, enfin tout notre système hormonal. Voilà, c'est vrai que c'est assez global. Il n'y a pas que l'alimentation, bien qu'avec l'alimentation on fait une partie. Mais il y a aussi, ce qu'ont vécu nos ancêtres, qui nous impactent, donc leur façon de vivre, les difficultés qu'ils ont pu vivre. Si la vie a été très dure, le corps s'adapte. Il y a des adaptations qui se font, qui peuvent être transgénérationnelles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut corriger quand il y a eu des choses difficiles. Ça peut prendre du temps, mais il y a plein de choses qu'on peut prendre conscience et impacter aussi au travers de notre parcours. Donc, on a une influence. On n'est pas, comme on peut dire, entre guillemets, coupable de tout. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais que ce soit en termes de fertilité, en termes de vitalité, de tout ce qui touche à notre santé, de mon point de vue, il y a vraiment un impact sur plusieurs générations, d'où l'importance pour moi de prendre conscience bien avant la grossesse. Enfin, c'est jamais trop tard, de toute façon. Tout ce qu'on peut faire de positif va impacter positivement les générations futures. Mais de pouvoir faire renaître un peu ce concept, ces traditions, c'est bénéfique d'un point de vue santé et fertilité. Est-ce qu'il y a des idées reçues qui sont quand même bien ancrées dans ce domaine que vous déconstruisez assez régulièrement en consultation, par exemple? On a parlé un petit peu, des douleurs qui sont, on a toujours dit mais je prends des médicaments et puis c'est normal. Il y a forcément cet aspect-là. Par rapport aussi à la méthode symptothermique en termes de contraception, dans les idées reçues, il y a aussi le fait que ça prend du temps, que c'est compliqué, qu'on peut plus faire de grasse mat, alors que non, comme j'ai dit, c'est strict, mais c'est pas compliqué, c'est vraiment abordable pour tout un chacun, pour autant qu'on se laisse le temps de l'apprentissage. Donc c'est vraiment une méthode qui nécessite un apprentissage, c'est pas comme une pilule, qu'on va prendre la première et puis il faut juste prendre selon le mode d'emploi, mais il y a pas besoin de se poser d'autres questions, bien que la plupart des personnes ne disent pas forcément le mode d'emploi. Mais c'est différent, ça demande d'apprivoiser la méthode. Donc, il y a un apprentissage, un temps d'adaptation. Mais après, par contre, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Il y a aussi le fait que justement, par rapport à la régularité des prises de température, des heures de prise de température, oui, c'est bien d'avoir une certaine régularité, mais sur un cycle de 30 jours, par exemple, on n'a pas besoin de 30 températures. Donc il y a tout à fait des possibilités d'avoir des températures manquantes, mises en parenthèse parce qu'elles sont potentiellement perturbées, parce qu'on a fait une grasse mat, ou parce qu'on a eu une insomnie, ou parce qu'on a fait la fête le soir d'avant. C'est moins, comment on peut dire, rigide en fait que ce qu'on pourrait penser. Ça laisse quand même pas mal de liberté pour aussi des femmes qui ont des horaires irréguliers. Donc il y a aussi des adaptations qu'on peut faire pour la prise de température. Donc c'est pas non plus un obstacle impossible. Au niveau peut-être de l'efficacité aussi? Oui, au niveau de l'efficacité, maintenant justement, l'efficacité de la symptothermie, les études de fiabilité sont maintenant recensées dans les documents de l'OMS, donc ça aide quand même pas mal. On peut aller les consulter. Je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez le mettre sous le podcast si ça vous intéresse. En utilisation correcte, parce que dans le tableau de l'OMS, il y a toujours 2 colonnes. Utilisation correcte, utilisation courante. L'utilisation courante, c'est comme pour la pilule, c'est l'utilisation qu'on en fait sans forcément avoir lu le mode d'emploi. Et l'utilisation correcte, c'est l'utilisation mode d'emploi. Pareil pour le préservatif, il y a toujours une utilisation correcte selon le mode d'emploi et l'utilisation courante, finalement ce qu'en font la plupart des gens. La symptothermie en utilisation correcte, on est à plus de 99% de fiabilité, ce qui est vraiment très proche de la pilule, quasiment similaire. Donc il y a vraiment une très bonne efficacité qui est maintenant reconnue, démontrée par des études, etc. Malheureusement, c'est encore quelque chose qui n'est pas forcément su. Ce tableau n'est pas forcément toujours consulté, même par certains professionnels de santé. Donc, il y a encore un peu de travail de communication à faire là autour. C'est aussi ce qui se fait un peu au travers des instituts de formation.
en symptothermie justement, pour communiquer avec les professionnels de santé qui prennent connaissance de ces chiffres. Et il y a aussi encore pas mal de confusion du coup entre les méthodes. Je parlais du fait qu'il y a, il y a la symptothermie, mais il y a aussi la méthode des températures, où on observe uniquement la température, mais c'est aussi une méthode qui a certaines règles à suivre, qui a aussi une assez bonne fiabilité pour autant qu'on se soit formé, mais c'est des méthodes différentes. La méthode température n'est pas la méthode symptothermique. Il y a aussi la méthode Billings, où on observe la glaire cervicale sans la température. C'est aussi une méthode qui a un assez bon niveau de fiabilité, mais il faut aussi l'apprendre. Enfin voilà, c'est toujours... Et c'est des méthodes différentes avec chacune leur taux de fiabilité quand on parle de contraception. Donc il y a parfois des confusions et on a aussi souvent des anecdotes où mais on connaît tel et tel qui dit avoir pratiqué la symptothermie et ça n'a pas marché. Mais finalement, souvent quand on creuse, est-ce que la personne s'était formée? Bien souvent, c'est là que ça coince. Il y a souvent des femmes qui prennent une application. Déjà, il faut qu'elle soit symptothermique, qu'elle soit pas justement température ou calendrier. La méthode calendrier, c'est encore justement une méthode bien différente de la méthode symptothermique, puisqu'on n'observe pas la glaire cervicale, la température, donc ce qui se passe en temps réel. Et on sait que le cycle d'une femme, même si on a une femme qui a des cycles très réguliers, c'est pas parce qu'on a eu 50 cycles presque identiques que le 51e va être pareil. Il peut être différent. Voilà, et ça, on en tient tout à fait compte en symptothermie. Donc même si on a des cycles très très réguliers, on sait que le suivant peut quand même être différent. On fait toujours avec ce qui se passe là, maintenant. Bien sûr, l'expérience, les anciens cycles vont nous être aussi utiles, mais on se base jamais uniquement sur les anciens cycles pour prédire ce qui va se passer dans celui-là. On ne fait pas que de la prédiction, on se base avant tout sur ce qu'on voit dans ce cycle-là, pour nous permettre d'ouvrir et fermer la fenêtre fertile. Du coup, voilà, il y a pas mal, quand on creuse justement là où chez certaines personnes ça a pu coincer, voilà, c'est parfois j'ai pris une application, j'ai essayé de faire, mais en fait je me suis pas formée, donc je savais pas comment m'observer, je connaissais pas les règles d'observation de la glaire cervicale, je connaissais pas les règles de prise de température. Il y a vraiment, voilà, des règles, des choses auxquelles on doit faire attention pour que ce soit fiable. Et donc pour que le niveau de fiabilité annoncé soit respecté. Correct, ouais. Voilà, soit correct. Et voilà, c'est vrai que ça vient pas mal de ça finalement, où certaines personnes disent avoir utilisé et en fait, c'était pas forcément cette méthode-là, ou alors elle a pas été enseignée, apprise. Et du coup, finalement, c'est un peu ce qu'on peut appeler la méthode touriste. C'était ce qu'on pensait être la symptothermie, mais c'était pas de la symptothermie, voilà. Ouais. Peut-être juste une petite précision pour le jargon. Qu'est-ce que c'est que la glaire cervicale? Oui, c'est vrai. La glaire cervicale, en fait, c'est la substance qui est produite dans le col de l'utérus en période fertile pour permettre aux spermatozoïdes de survivre. Donc, quand on est en période infertile, qu'on ne produit pas de glaire cervicale, que le col de l'utérus s'ébat. Le col de l'utérus, c'est la partie qui sépare le vagin de l'utérus. Ça fait comme une petite montagne, c'est pour ça qu'on l'appelle le col, qui revient un petit peu à l'intérieur du vagin. Et cette partie-là, c'est cette partie qui va s'ouvrir dans un cas d'accouchement, le fameux col qui doit se dilater. Donc la plupart des femmes, on en a quand même déjà entendu parler de ce fameux col qui est censé s'ouvrir. Il s'ouvre aussi légèrement avant chaque ovulation, donc il va remonter un petit peu dans le vagin, s'ouvrir légèrement et produire de la glaire cervicale dans les cryptes cervicales. Donc c'est dans le col de l'utérus qu'il y a les cryptes cervicales qui produisent de la glaire cervicale, qui est un liquide en fait qui dans sa composition peut être un petit peu apparenté au sperme, qui est le liquide conducteur des spermatozoïdes. C'est pas tout à fait la même chose, c'est produit dans le corps de la femme, mais c'est un peu le même objectif, c'est de faire survivre les spermatozoïdes. Et du coup, on passe d'une situation par rapport à la survie des spermatozoïdes, quand on n'a pas de glaire cervicale, quand on est en période infertile, on passe d'une situation où les spermatozoïdes peuvent survivre que quelques heures, et de toute façon, du moment qu'on produit pas de glaire cervicale, on est loin du moment de l'ovulation, à une situation où quand on produit de la glaire cervicale, les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 5 jours. Donc ça va vraiment radicalement changer la donne en termes de fertilité par rapport à cette présence de glaire cervicale. Donc c'est un des critères qu'on va observer. Mais en symptothermie, on se base jamais uniquement sur un seul critère. On a toujours ce qui s'appelle le double contrôle, tant pour ouvrir la fenêtre fertile que pour la fermer.
Donc on va utiliser la glaire cervicale un des critères pour ouvrir la fenêtre fertile et aussi pour la fermer, mais on a justement aussi d'autres critères pour ouvrir et fermer la fenêtre fertile. Ouais. Et pour terminer, Justine, vous parliez tout à l'heure de cette formation qui est extrêmement importante pour faire les choses correctement, un apprentissage par lequel il faut passer. Combien de temps ça prend plus ou moins? Je sais que ça va peut-être certainement dépendre de chaque personne, mais dans l'ensemble, combien de temps vous comptez pour qu'une personne soit fonctionnelle? Alors ça dépend effectivement de chaque personne, suivant déjà le temps qu'elle a à mettre à disposition par rapport à ça, le niveau de stress déjà aussi qu'elle a dans sa vie à ce moment-là, la complexité de ses cycles, est-ce qu'il y a des troubles du cycle ou pas. Mais pour donner un ordre d'idée, personnellement j'organise la formation sur 2 séances qui représentent environ 2 heures chaque séance pour avoir vraiment les bases théoriques. Mais après c'est important de se rendre compte que c'est la pratique qui va faire qu'on est à l'aise avec la méthode et qu'on obtient une bonne fiabilité. Donc après il faut compter 3 à 6 cycles. Vraiment, je partirais sur vraiment minimum 3 cycles de suivi, d'observation avec une formatrice et plutôt 6 cycles, vraiment pour... c'est plus cette moyenne d'avoir en tout cas 6 cycles d'observation conjointement avec une formatrice pour pouvoir vraiment valider de manière sûre l'ouverture et la fermeture de la fenêtre fertile et comprendre vraiment ce qui se passe, être à l'aise aussi avec chaque technique d'observation. Ouais. Et c'est bien sûr une formation que vous proposez, Justine Peyton. On retrouve toutes les infos sur votre site fertiliténaturelle.ch qui sera bien sûr en lien dans la description de cet épisode pour faciliter. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous dans cet épisode et pour tous ces éclairages. Merci beaucoup. Merci à vous. Belle journée. Des histoires de douleur, d'apprivoisement, de découverte, de résilience, des corps qui souffrent, qui apprennent et qui se transforment. Et au fond, il y a un message commun là-dedans. Mieux connaître son cycle, c'est mieux se connaître soi-même. Merci à Stéphanie, Anaë, Lisa et Cassandra qui ont osé partager leur intimité dans cet épisode. Merci également à Irène pour cette plongée dans le flux instinctif et à Justine pour sa passion contagieuse pour la symptothermie. Bien sûr, je vous le rappelle, vous trouvez toutes leurs coordonnées dans la description de cet épisode si vous voulez les contacter. Et puis j'ai envie de vous laisser aujourd'hui avec une petite pensée que vous pourriez emporter avec vous. Votre corps, c'est pas votre ennemi. Au contraire, il vous parle depuis toujours. Alors peut-être qu'il serait temps de commencer ou de recommencer à l'écouter. Dans 2 semaines, on va se retrouver autour d'un épisode sur la sociophotographie, un sujet qui, vous allez voir, est aussi très touchant avec des invités incroyables. Vraiment, je vous invite à être présente dans 2 semaines également. Et puis bien sûr, abonnez-vous à La Voix des Femmes pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. Je vous rappelle qu'il y en a un chaque 2 lundis. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt. La Voix des Femmes. La Voix des Femmes. Un podcast à écouter quand vous en avez besoin.